Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Nous irons d'abord en Centrafrique où le président Faustin-Archange Touadéra a validé la rédaction d'une nouvelle constitution. Certaines dispositions de l'actuelle constitution étaient jugées inadaptées par une partie de la population. En Afrique de l'Ouest, le ton monte entre Abidjan et Bamako. Abidjan exige la libération des 46 militaires détenus au Mali depuis 2 mois. Mais pour la Côte d'Ivoire, il s'agit ni plus ni moins d'une prise d'otage. En Angola, João Lourenço est investi pour un second mandat. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à l'investiture. La cérémonie aura lieu demain. On ouvre avec la Centrafrique. Le président Faustin-Archange Touadéra a installé mercredi après-midi le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Ce comité de rédaction est composé d'une cinquantaine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Elles ont 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental. Les principales formations d'opposition ont pour la plupart renoncé à participer à ce comité. Émeric Towignon. Nous nous sommes rendus compte que la constitution du 30 mars 2016 n'est plus d'actualité. Il y a assez d'insuffisances, il y a des manquements, il faut l'améliorer. Donc il y a certaines dispositions de la constitution qui ne cadrent plus au contexte actuel. Cet appel à la modification de la constitution centrafricaine, lancé pendant plusieurs mois par une partie de la population du pays, a finalement trouvé écho favorable auprès des autorités de la RCA. Fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. La Constitution du 30 mars 2016, vous le savez, ne confère ni au président de la République, ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. Après la désignation le 26 août dernier des membres du comité de rédaction de la nouvelle constitution, mercredi devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions, le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra en personne a procédé à l'installation officielle de ce comité. Cette entité composée d'une cinquantaine de membres issus de tous les courants d'opinion dans le pays devra élaborer au bout de 3 mois un nouveau texte fondamental. Je me réjouis du caractère inclusif du comité de rédaction de la nouvelle constitution de notre pays. Vous êtes appelés à proposer au peuple centrafricain un nouveau fondement de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics reflétant nos us, coutumes, l'évolution de notre société et du monde. Après sa rédaction, la nouvelle constitution pourra être adoptée soit directement par le Parlement, soit par un référendum. Les principales formations d'opposition préalablement désignées par le président Touadéra pour siéger au sein du comité de rédaction ont renoncé à participer aux travaux, de même que l'Église catholique. Mais de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour demander cette révision constitutionnelle. Direction le Cameroun maintenant, où c'est la fin du séjour du ministre centrafricain de la communication. Ce jeudi a été marqué par la fin des travaux entre le management du consortium, l'anecdote et la délégation du porte-parole du gouvernement centrafricain durant 3 jours. Les 2 entités, à travers un comité technique, ont porté des réflexions sur les outils à mettre en œuvre pour développer le secteur de la communication en Centrafrique, ainsi que la radio et la télévision. Le séjour a également été marqué par une tournée de la délégation du porte-parole du gouvernement centrafricain à l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, qu'on appelle aussi l'ISAM. Serge Guillain-Dioré s'est réjoui de la qualité des infrastructures de cet établissement qui pourrait accueillir dans un avenir proche des étudiants centrafricains. Nous l'écoutons dans ces extraits sélectionnés par nos correspondants sur place, Chimène Baliba et Cyril Nguijoy. Ce mémorandum d'entente va nous permettre maintenant de faire l'extension de la radio et de la télévision comme prôné par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la communication afin de desservir l'intérieur du pays et aussi en termes d'infrastructures, sans ignorer le volet formationnel. Donc
Je crois que nous avons commencé à travailler depuis longtemps en amont et une mission a été diligentée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour venir rencontrer nos frères du groupe ANEDOC. Et une équipe technique avait été mise en place et cette équipe technique a travaillé d'arrache-pied, ce qui a accouché ce mémorandum d'entente. Ce mémorandum a listé les domaines qui devaient être réalisés. Nous avons par exemple le problème de la réorganisation institutionnelle de la radio-télévision. Nous avons également les problèmes techniques, matériels de production et matériels de diffusion. Nous avons enfin la formation des personnels parce que les nouveaux matériels qui vont arriver nécessitent que les utilisateurs puissent être formés. Nous avons donc préparé ce mémorandum qui balise les étapes devant aboutir à la signature du contrat de partenariat. Le président angolais João Lourenço est investi pour un second mandat après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août dont l'opposition a contesté les résultats. L'Angola a tenu le 24 août le scrutin le plus disputé de son histoire. Dans ce pays, il n'y a pas d'élection présidentielle et la tête de liste du parti vainqueur aux législatives devient automatiquement le chef de l'État. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont d'ailleurs attendus à l'investiture, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Quelques 15 000 Angolais ont été strictement sélectionnés pour y assister sur invitation. La cérémonie doit avoir lieu dès demain. La Côte d'Ivoire a exprimé son indignation quant aux 46 militaires qui sont toujours détenus au Mali depuis 2 mois. Dans une déclaration le mercredi après-midi devant les médias, les autorités ivoiriennes dénoncent officiellement ce qu'elles estiment être une prise d'otage. En effet, les autorités maliennes exigent l'extradition de responsables politiques maliens établis en Côte d'Ivoire en contrepartie de la libération des militaires ivoiriens. Une requête mal perçue par les autorités d'Abidjan qui ont tenu un conseil national de sécurité. Mathieu Nicolas. Chantage inacceptable, voilà comment Abidjan qualifie les exigences du Mali. Dans une déclaration lue mercredi devant les médias, les autorités ivoiriennes ont exprimé leur indignation face aux demandes de la junte malienne d'extrader des personnalités maliennes vivant à Abidjan en échange des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali. Abidjan dénonce une prise d'otage et exige la libération sans condition de ces soldats. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Dans cette déclaration, les autorités réitèrent leur version des faits. Les 49 militaires envoyés au Mali ne sont pas des mercenaires, ils appartiennent bel et bien au 8e détachement de la MINUSMA. Abidjan regrette des incompréhensions et des manquements qui ont conduit à leur arrestation. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Plusieurs chefs d'État comme le Togolais Faure Gnassingbé ou le Sénégalais Macky Sall se sont jusque-là impliqués sans succès dans cette affaire qui empoisonne les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes qui disent privilégier la voie diplomatique pour résoudre cette crise demandent la tenue d'une réunion extraordinaire de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Au Burkina Faso, au moins 8 soldats ont été tués et une dizaine d'autres ont été blessés mardi dans le nord du pays lors d'une nouvelle attaque contre une unité militaire en patrouille. 41 terroristes ont aussi été neutralisés mardi. De l'armement, des munitions et des moyens roulants ont également été saisis. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.
Le décès de la souveraine d'Angleterre a réveillé un débat sensible sur le passé colonial britannique en Afrique, notamment sur le rôle de celle-ci en tant que chef d'État durant la domination britannique. De nombreux Africains ont ainsi évoqué les tragédies de l'époque coloniale sous son règne, comme au Nigeria, au Kenya ou en Afrique du Sud. Retour sur ces événements avec Mathieu Nicolas. Nous offrons nos condoléances à la famille Windsor, mais nous ne nous sentons pas obligés de pleurer la reine Elisabeth II, étant donné qu'elle a été à la tête de nombreuses atrocités en Afrique. Cette phrase de Linda Mazarira, présidente du parti d'opposition Travail au Zimbabwe, fait partie des nombreux avis partagés par certains sur le continent africain. Si les hommages à la reine Elisabeth II se sont multipliés, le passé colonialiste de la monarque la rattrape aussi. Ancienne colonie britannique, le Zimbabwe a obtenu son indépendance il y a près de 40 ans, mais à l'heure où de nombreux pays européens tentent d'expier les atrocités liées à leur passé colonial, Linda, elle, estime que la Grande-Bretagne doit encore beaucoup au Zimbabwe, même après la mort de leur queen. Les crânes de nos ancêtres se trouvent encore dans les musées britanniques, à qui nous avons réclamé à maintes reprises leur restitution au Zimbabwe, et cela n'a pas été fait. Nous réclamons la restitution de tout ce qui a été pillé dans notre pays, et nous n'avons jamais reçu de réponse de la reine. Plusieurs anciennes colonies britanniques ont rendu hommage à la souveraine, comme au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où le président Muhammadu Buhari a déclaré que l'histoire de son pays ne sera jamais complète sans un chapitre sur la reine Elisabeth II. Si certains ont loué le rôle qu'elle a joué jusqu'à l'indépendance du Nigeria, d'autres ont souligné qu'elle était chef d'État lorsque la Grande-Bretagne a soutenu l'armée nigériane pendant la guerre civile du pays. Plus d'1 million de personnes avaient perdu la vie. Je pense que la rancœur est ressentie par ceux qui ont subi des affronts personnellement. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont subi aucune souffrance personnelle, nous leur pardonnons et nous avons pardonné. Mais nous ne pourrons jamais oublier ce que nous étions, que certains d'entre nous étaient des esclaves ou que certains de nos ancêtres ont été utilisés comme esclaves dans des plantations américaines et autres sortes d'usines. En Afrique du Sud, les réactions sont également partagées. D'un côté, le président Cyril Ramaphosa qui a déploré la disparition d'une figure extraordinaire, et de l'autre, une partie de la jeunesse sud-africaine et l'opposition qui refuse de la célébrer. Même chose au Kenya, où la question de l'héritage de la reine dans certaines colonies est mise sur la table. Le cercueil de la reine Elisabeth II est entré mercredi à Westminster Hall. Il sera exposé au public pendant 4 jours avant les funérailles prévues lundi prochain. La salle est ouverte au public 24 heures sur 24 jusqu'à lundi, 6h30 du matin, lorsque débuteront les funérailles nationales. Hier après-midi a eu lieu une procession aussi millimétrée qu'une chorégraphie. Elle a emmené le convoi funéraire du palais de Buckingham où la reine avait passé le plus clair de son temps, à Westminster Hall. Écoutez des citoyens britanniques rencontrés sur les lieux. Peu m'importe, tout est la nuit et demain. Nous serons là jusqu'à ce que nous ayons vu la reine et que nous nous soyons tous inclinés devant la reine. C'est pourquoi nous sommes venus. Je suis prêt pour l'attente. Je viens pour dire merci pour tout, ce que la reine a offert à notre pays et pour faire mes adieux. Et Dieu vous bénisse. C'était agréable parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans la file d'attente. Et qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans la file d'attente avec qui je pouvais parler et me faire des amis. Parce que j'étais seule. Ce n'était pas une nuit froide, c'était doux. Nous sommes impatients de présenter nos respects à la reine. Politique en France, une réunion à Matignon a eu lieu aujourd'hui sur la poursuite des travaux du Conseil national de la refondation, le fameux CNR, un projet très controversé qui a été lancé la semaine dernière par Emmanuel Macron pour relancer la démocratie et la participation des citoyens à la vie politique de leur pays. Écoutez Olivier Véran, il est le porte-parole du gouvernement.
Je vais vous citer notamment 2 enjeux qui ont vu le jour à travers les interventions des uns et des autres et qui feront l'objet de travaux thématiques spécifiques dans le cadre du CNR. Il s'agit d'abord du logement, mais également de la jeunesse qui sera placée directement sous l'égide de la Première ministre. Ces CNR nationaux, ces CNR thématiques vont poursuivre leurs travaux et d'autres réunions auront lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le Parlement européen a épinglé jeudi le méga-projet d'exploitation pétrolière de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Il s'inquiète des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des opposants au projet et demande au groupe français d'étudier une alternative. À main levée, les eurodéputés ont adopté un texte non contraignant mais particulièrement critique à l'encontre des projets d'investissement dans les énergies fossiles en Ouganda et en Tanzanie. Total Energy a annoncé en février un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et le géant pétrolier chinois CNOOC dans le cadre du méga-projet d'exploitation du pétrole ougandais. Il prévoit notamment un oléoduc de plus de 1400 km reliant l'Ouganda à la Tanzanie. Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois Xi Jinping ce jeudi au sommet régional en Ouzbékistan, durant lequel ils ont dénoncé les tentatives occidentales de créer un monde unipolaire. Le chef d'État chinois a assuré à son homologue russe que la Chine souhaitait assumer son rôle de grande puissance avec son voisin, la Russie. La Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide, a-t-il déclaré. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. Tout de suite, le reste de l'actualité internationale par Valentine Exantus. Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la trêve est finalement respectée. La Chine est violemment frappée par le typhon Muifa. Et enfin, l'Angola devient le premier producteur africain de pétrole devant le Nigeria. C'est parti. À la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce jeudi, le cessez-le-feu a été respecté. Les combats qui opposaient les 2 pays avaient repris mardi. Une trêve est finalement intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Une trêve qui, selon le Conseil de sécurité national arménien, s'est faite grâce à l'implication de la communauté internationale. En 2 jours, ce conflit a causé dans les 2 camps la mort de plus de 170 soldats. En Chine, ce jeudi, le typhon Muifa a touché la ville de Shanghai avec des rafales allant jusqu'à 126 km/h. Plus d'1 million de personnes ont dû être évacuées. Il s'agit du typhon le plus violent depuis 1949, dans la ville la plus peuplée de Chine. Pour l'instant, aucun mort ni blessé n'a été déclaré par les autorités chinoises. Mais les risques d'inondation ou de dégâts d'habitation obligent la population à se déplacer. Les vols ont été annulés et les portes des lieux touristiques restent fermées. Muifa est le 12e typhon à frapper la Chine en 2022. L'Angola devient le premier producteur de pétrole du continent africain, détrônant ainsi le Nigeria. D'après les données publiées mardi par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la production quotidienne moyenne de l'Angola reste en moyenne de 1,17 million de barils par jour. C'est plus que les 972 000 barils par jour que produisait le Nigeria. C'est la 3e fois cette année que l'Angola se démarque comme le premier pays producteur de pétrole en Afrique. Je vous emmène maintenant au Mali. Imaginez les berges du Niger, de la capitale malienne, jonchées de déchets où vivent plusieurs communautés de pêcheurs artisanaux. Sur l'eau, ils naviguent sur leurs fines pirogues de bois. Immersion donc sur le fleuve Niger avec Adiata Ongoeba. La pirogue des aimés. Placée au bord du fleuve Niger à Bamako, ces bateaux accueillera bientôt des dizaines d'artistes, des représentations de théâtre, des expositions photos ou encore des spectacles de danse. Avant son inauguration, des jeunes danseurs font les dernières répétitions pour les grands jours. Ce projet est un rêve d'enfance de Lassina Akoni, lui-même danseur chorégraphe. Chaque seconde est importante. Bien sûr, c'est une nouvelle, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Et ce n'est pas juste sur le secteur de la danse, ce n'est pas juste sur le secteur artistique, mais il y a une nouvelle imaginaire qui va se poser sur ce fleuve Niger qui montre de tout mon enfant, je n'ai vu que des petits pirogues de pêcheurs qui sont sur ce fleuve. Et je pense que c'est plus que ça. Il faut que tout soit parfait, que le rêve soit parfait, que ce ne soit pas un rêve à peu près. Produire des spectacles sur l'eau,
pour égayer ceux qui vivent aux alentours du fleuve. C'est l'objectif de l'initiateur de la pirogue Zemi. Danser sur piste en mouvement sur l'eau, c'est une première pour Yacouba. Ce qu'on fait, c'est l'adapter la scène qui n'est pas. C'est ma première fois de monter sur un bateau et de danser comme ça. C'est un peu déséquilibré, mais ça nous donne encore la force. Ça permet aux danseurs vraiment de s'adapter à différents environnements. La pirogue Zémé révèle la capacité de la jeunesse malienne à innover. Si l'idée est portée des bases par le chorégraphe Lassina Kouni, elle a pu se concrétiser grâce à cet architecte. Lui, il avait ce rêve de mettre du spectacle sur l'eau et prédestiné aux gens des berges, gens du fleuve, de voir un spectacle qui se fait. Je trouvais ça formidable et je me dis, on s'embarque pour cette aventure. Le premier bateau résidence d'artistes du Mali a été financé par l'Union européenne. Selon l'ambassadeur de l'UE dans le pays, ce projet est un moyen de faire connaître un autre Mali à travers le monde. On se quitte avec du tennis. Le champion international Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière. Le Suisse de 41 ans va disputer la Laver Cup la semaine prochaine à Londres avant de ranger sa raquette définitivement en laissant une trace légendaire dans l'histoire de son sport. L'émotion se ressent déjà dans le monde du tennis où les hommages envers la légende suisse se multiplient. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles infos. Bonne soirée à tous.